Bienvenue sur la chaîne du foot d'en bas, un média spécialement dédié au foot amateur. Je suis en compagnie de Thomas Niemier, qui nous parlera de son parcours et de son expérience. Mais avant ça, je voudrais remercier Sport Event qui nous accueille encore une fois pour l'interview. Sport Event, c'est un complexe sportif incroyable qui vient d'ouvrir ses portes à Bolbec avec 2 terrains de five, 3 terrains de paddle, un terrain de basket 3 contre 3, un golf virtuel, du squash, un terrain de beach soccer aussi à l'extérieur, un restaurant, un très très bon restaurant. Et il y a aussi des entraînements individuels qui sont faits par Greg Duval que j'ai eu en interview. Donc voilà. Thomas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Bruno de m'avoir invité. Je vais te laisser te présenter, nous parler de ton parcours de joueur, éducateur, tout ce que tu as eu, ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Très bien. On apprenne à te connaître. Impeccable. Thomas Niemier, 32 ans, père de 2 enfants. J'ai commencé le foot à 6 ans juste à côté, à Gruchet-de-Valas. Et j'ai fait toute ma carrière de joueur là-bas jusqu'à 16 ans. J'ai été beaucoup plus fidèle en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur, éducateur. Ça, c'est la petite particularité. Pour la simple et bonne raison que c'est que j'étais dans un club familial et je me plaisais, donc on était une petite bande de potes, donc on était là pour faire notre parcours. Et puis à un moment donné, comme tout rêve d'enfant, c'était de devenir joueur, entrer dans un centre de formation et joueur pro. J'avais pas le talent pour, faut se le dire. Sinon, je pense que j'aurais bien évolué bien au-delà de ça. Et puis directement, je me suis orienté dès l'âge de 16 ans sur le rôle d'éducateur, donc avec le premier diplôme qui s'appelait jeune animateur à l'époque, donc qu'on pouvait passer à l'âge de 16 ans sur Aguerville. Voilà, donc j'ai commencé à entraîner les débutants. À l'époque, on les appelait comme ça, débutants. Ensuite, j'ai fait les poussins où il fallait reconstituer toute une catégorie à Gruchet, mais bon, tu l'as fait avec les 18 à Bolbec à l'époque, donc tu sais par quel chemin on est passé. Après, j'avais les U13 qui avant s'appelait Benjamin, mais qui ont vite basculé sur les U13. Et puis sur cette dernière année où j'étais au lycée à Lillebonne, mais j'habitais déjà sur Le Havre, donc j'étais hébergé chez mes grands-parents qui habitaient à Beuzvillette, donc je faisais cette navette. Donc je voulais rester fidèle à mon club aux derniers instants, et puis à un moment donné le cordon faut le couper. Donc j'ai fait une année à Saint-Thomas derrière. Ensuite j'ai migré pendant 4 ans à Montgaillard. Donc là on passe de la ruralité au club de quartier, mais je pense que ça a été le meilleur apprentissage. Intéressant. Le meilleur apprentissage. J'ai passé de très belles années au Montgaillard. J'ai eu l'opportunité de passer pendant 5 années au centre de formation du Havre. Donc, très grosse expérience. Ça aussi, voilà. Après, j'ai migré une année à Dieppe. Et là, quand je parle de migration, c'est une grosse migration jusqu'à Dieppe où je faisais les allers-retours 4 fois la semaine. J'habitais toujours sur le Havre. Donc, 4 fois la semaine pendant toute une saison à Dieppe. Après, il y a des faits de famille qui ont fait que j'ai dû revenir sur le Havre à temps plein. Et donc, voilà mon arrivée sur Coquereville depuis 4 ans maintenant. 4 ans que tu es à Coquereville? 4 ans, ouais, c'est ma 4e année cette année. Ça marche. Là, on sent dans ce que tu nous dis que tu es quelqu'un tu sais ce que tu veux, de déterminé, parce que pour faire 4 fois la semaine Dieppe ou habiter au Havre et de rester à Gruchet pour justement ta fidélité, on sent que tu es quelqu'un de fidèle au club déjà qui t'a formé, Gruchet, et quelqu'un de fidèle au foot, très passionné par ça, parce que faire 4 fois la semaine Dieppe, Le Havre, il faut en vouloir. Oui, je l'ai fait et j'ai eu une mésaventure aussi sur cette année-là où malheureusement j'ai été suspendu. À juste titre ou non, ça ce sont les instances qui le diront. Mais ça m'a pas empêché de continuer mon travail jusqu'au bout. En plus, on était sur une année post-Covid où on alternait avec possibilité de s'entraîner, pas possibilité de s'entraîner, effectif grand, voilà. Donc c'était pas une année facile, mais formatrice, on va dire. Ça fait du bien de voir autre chose. Il fallait voir. Là, dans tout ton parcours là, t'as vu
pas mal de choses différentes les unes des autres et je pense que ça a dû te faire du bien. On y reviendra dans mes questions. Pas de problème. Je me suis renseigné un peu. Je savais que tu avais Un long parcours. voilà, beaucoup voyagé, on va dire ça. En tant que coach, en joueur, je savais pas. Bon, voilà. Et au district aussi. Oui, membre de la commission compétition des jeunes masculins. Depuis, c'est ma 2e année cette année. Ça consiste en quoi? Consiste à prendre en compte toutes les demandes des clubs au niveau des reports, enfin d'avancer enfin plutôt avancer les rencontres parce qu'on se bat pour pas que les rencontres se jouent après les journées officielles. Ouais. Et ça c'est important que les clubs l'entendent. Mais ça consiste aussi à organiser les différents championnats, donc des U13 D1 jusqu'à la U13 D4, des U15 D1 jusqu'à la U15 D2, des U18 D1 jusqu'à la D2. Moi particulièrement, j'ai en charge les 3 championnats sur la phase, enfin sur les D1. Donc c'est un gros poids aussi sur les épaules parce que il faut annoncer rapidement les descentes en D2, mais il faut également annoncer très rapidement les montées en Ligue. Et on est très pressé par l'instance régionale. On est quand même le plus gros district de Normandie, avec quand même trois gros pôles qui sont Le Havre, Rouen et Dieppe. Des clubs ruraux qui malheureusement, comme beaucoup sur le territoire français, souffrent des intempéries et n'ont pas de synthétique pour pouvoir jouer leurs matchs. Mais on les remercie également de jouer le jeu quand ils doivent jouer un mercredi soir à 19h30 comme cette année ça a été le cas et c'est moi qui a dû positionner ces rencontres-là mais pour qu'il y ait une équité sur le championnat pour que tout le monde puisse jouer, pour pas qu'il y ait de dysfonctionnement ou qu'il y ait de mauvaises interprétations en disant que nous avantageons plus un club ou une équipe que d'autres. Moi je suis le plus neutre possible. Même si en U13D1, je dois gérer également l'équipe de Kofovic qui en fait partie. Dans tous les cas, il n'y a pas de porte ouverte. J'ai ma casquette de membre de commission de district. Voilà. Il y a le club et il y a le club et il y a le district à côté. Donc moi, mon but, c'est que les championnats se jouent de A à Z, que toutes les équipes s'affrontent et qu'il y ait une plus grande équité possible. Voilà, je me bats et qu'il n'y ait pas de triche. Donc je combats ça également. Ça, malheureusement. T'as une autre casquette aussi. Arbitre comme la tienne. Hein depuis 1 an et demi. Mais c'est très récent. Mais depuis 1 an et demi, ça m'a beaucoup fait évoluer. C'est très enrichissant. Très enrichissant et c'est peut-être ça qui me rend un peu plus calme sur les bords des terrains. Malheureusement, j'ai un côté sombre, ce sont les suspensions nombreuses, oui et non, mais plutôt sur le long terme, malheureusement. Dû peut-être à une méconnaissance de certaines situations. Maintenant, le fait d'être aussi l'homme en noir, comme on a l'habitude de dire, ça nous permet également de connaître davantage les règles plus précisément et de comprendre les choix faits par les officiels. Et à partir de là, on prend beaucoup plus de recul. Prendre du recul et t'as, je trouve, une autre vision du foot. Moi, je parlais avec Pierre Tablet, celui qui, quand j'ai passé ma formation, et au fur et à mesure de la formation, je découvrais des choses. Carrément, pourtant, le foot, j'y suis depuis que je suis petit. Hein. Et sur cette formation-là, je découvrais des choses que je connaissais pas. Je découvrais aussi des règles. Et j'ai trouvé ça génial. Pour, du coup, l'arbitre que je suis devenu, mais pour l'éducateur aussi, on est, et pour le joueur que je suis toujours, malgré que j'arbitre. Je trouve que c'est hyper, et j'en discutais avec Pierre, je me dis c'est dommage qu'il n'y a pas plus d'intervention de ce genre dans les clubs pour les joueurs, quoi, parce que au final, il y a des joueurs, dont j'en faisais partie, qui jouaient sans connaître vraiment le règlement. Et c'est dingue. Et j'ai une anecdote sur mon premier match que je fais où je suis observé. Il y a une règle que j'apporte aux joueurs de l'équipe adverse qui me dit non, vous vous trompez. Je sors de ma formation, je vous assure que c'est ça. Et comme il la connaissait pas, et elle est tellement, enfin, que tout le monde la prend à l'envers que bah au final, tout le monde pense que c'était pour placer un mur. Tu vois, cette règle-là, personne la connaît. Et moi, je la connaissais pas. Et quand on l'apprend, moi aussi, je la connaissais pas en disant, j'ai eu la même réaction que toi. J'ai pris énormément de recul en me disant, et il nous donne l'exemple
du but de Manchester United contre Lille avec Tony Silva qui place le mur et Giggs qui la joue rapidement. Et là, à partir de là, on se dit, ouais, c'est une règle qui date, qui est ancrée, mais elle existe. Et que personne n'applique. Personne n'applique. Parce que j'ai déjà du coup discuté avec des arbitres qui me disent qu'au final, on peut pas la faire pour sécuriser son match. Voilà. Parce qu'un coup franc à 20-30 mètres, c'est dangereux. Donc pour sécuriser le match, pour pas que ça parte en vrille, on va placer un mur, on va demander au gardien et tout va bien se se C'est ça. C'est dommage. C'est dommage. Mais ça peut fluidifier le jeu. Hein, carrément. Et ça fait partie de la règle du foot. Exactement. Elle fait partie de la règle. Mais non, je pense que c'est dommage. Même si elle est, on a un module arbitral dans le BMF. Non, mais c'est pas module. Bah oui, il faudrait qu'elle soit vraiment ancrée pour les éducateurs, parce que je pense que ça changerait pas mal de donne. Peut-être aussi pour les joueurs et t'as raison, pour les éducateurs aussi, parce que souvent il y a des éducateurs qui crient sur les côtés. Bon, j'en ai fait partie. J'en ai fait partie. Peut-être que ça reviendra malheureusement. Mais c'est vrai que si on a une meilleure connaissance de notre sport, peut-être qu'on sera plus tranquille. Exactement. Donc voilà. Donc comme on disait, tu as plusieurs casquettes, éducateur, arbitre et au district. Comment tu fais pour gérer tout ça? C'est ma question d'après. Heureusement que j'ai la famille. Heureusement que j'ai la famille qui est là. Et comme j'ai dit dans ma présentation, j'ai 2 enfants. La petite est présente, donc elle est avec moi au quotidien sur le terrain. On va dire c'est mon bras droit, même si elle a que 6 ans. Elle ramasse les coupelles. Elle ramasse les coupelles, elle parle avec les joueurs. J'ai même dit que c'est peut-être elle qui va prendre la suite de ma carrière. J'espère pas, parce que je pense qu'elle a d'autres projets en tête, mais la famille est importante. Merci Kevin. La famille est importante, parce que sinon on n'est pas capable d'harmoniser son emploi du temps de cette sorte. À côté, je travaille aussi dans un collège, donc c'est pas ton métier, le foot. Donc c'est pas on va dire, c'est pas un 35 heures semaine qu'on fait, hein, comme dans certaines entreprises pour certains employés. Officiellement, ça n'en est pas un, mais bon. Ouais, si on additionne les deux, entre le collège et le foot dans toute sa splendeur, ouais, je pense qu'on est pas loin des 70 heures semaine, on est facile. C'est clair. Donc ouais. Parce que Coquerie, du coup, t'es U15. U15 c'est quoi d'autre? Responsable du foot à 11 jeunes, donc des U14 jusqu'au U18 inclus, et responsable de la section féminine pour la restructurer. Voilà, puis toutes les autres petites missions à côté. Quand il y avait les tirages au sort de la Coupe de France pour les seniors, c'est moi qui allais déplacer sur les tirages. Donc voilà, on essaye de faire au mieux pour que le club avance, parce que c'est important. D'aider malgré tout les autres bénévoles, les soutenir, parce qu'on a quand même pas mal de bénévoles jeunes chez nous. Donc il faut quand même les encadrer. Mais voilà, on y arrive malgré tout. Et je pense que les complications sont partout pareilles. Donc, voilà. Mais c'est pas facile. Tout à l'heure, tu as dit dans ton parcours que tu es passé par le hack. Oui. Donc le hack structure pro. Tu as fait le avant et après le hack. Comment tu différencies le club amateur d'un structure pro? Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui diffère, ou on est quand même, il y a des similitudes, ou tu vois ma question? Pour ma part, j'ai mis 1 mois à m'adapter. J'ai mis 1 mois à m'adapter. Moi, j'ai connu quand je quitte le Mont-Gaillard, où la situation financière du club est au plus mal. Je quitte le Mont-Gaillard quand la Ligue de football de Normandie ça bloque les licences. Parce que si tu payes pas, t'es bloqué par la Ligue. Tu peux plus rentrer de licence. Si on fait pas d'acompte, parce qu'à l'époque, c'était les petites cartes qu'on avait. La FMI n'était pas encore instaurée, c'était les petites cartes. J'ai fait toute une saison avec le Mont-Gaillard où j'avais les certificats médicaux de mes joueurs, leur pièce d'identité et le certificat de licence toute la saison, parce que le club n'avait pas versé l'acompte. Et donc, voilà, c'était que des présentations de pièces d'identité avec les certificats médicaux sur chacun de mes matchs. Le seul moment où j'ai eu mes petites cartes, c'est quand on a disputé la finale district. Parce que forcément, pour une finale district, ça faisait tâche avec ça. Donc les instances avaient levé le bouclier.
mais la finale avait lieu le samedi, j'ai dû me déplacer le vendredi soir à Saint-Étienne-du-Rouvray, parce que la Ligue de Normandie à l'époque était à Saint-Étienne-du-Rouvray, les deux Normandies n'étaient pas réunifiées. J'ai dû faire un aller-retour pour aller récupérer mes petites cartes pour pouvoir jouer le lendemain, donc la préparation était pas bonne. En plus, la finale était à Volbeck, donc ah ouais, c'était à Volbeck. Ouais, c'est à Volbeck cette année-là. Donc voilà, après c'était formateur forcément, parce que toutes ces pépins-là, je pense qu'on les voit très rarement dans les autres clubs. Maintenant avec la FMI, c'est soit ta licence est validée, soit il n'y a pas. Ah bah ouais, il n'y a pas de détails. J'ai mis un mois à m'adapter au hack, à l'exigence, au fait que j'étais déjà exigeant moi-même, mais il y avait un cran dessus. Il y avait comment dire, je pense qu'il est important d'avoir une alchimie entre toi, éducateur, et les joueurs, et j'avais du mal à la trouver. Les jeunes au Mont-Gaillard, ou les jeunes dans sa globalité, tu peux les emmener d'un point A à un point B à la dernière minute, ils vont être réactifs. Ce sont des jeunes qui sont des brouillards dans les quartiers. Là, au HAC, il y avait vraiment une structure qui était cadrée, et donc il fallait que je corrige ça immédiatement. C'est-à-dire que même si tu changeais, j'ai une bêtise, ton créneau d'entraînement, oui, les jeunes étaient prêts, enfin, ils étaient là, mais il y avait manqué cette sensibilité. En fait, peut-être que le fait d'avoir peut-être que les jeunes de, entre guillemets, du quartier me correspondent un peu plus que les jeunes, on va dire, je ne veux pas dire normaux, mais structuré, voilà, il fallait que je m'adapte. Après, il y avait changement de poste, parce que quand je suis arrivé au HAC, j'étais en tant qu'adjoint. Oui. Donc, nouveau statut. Donc, il fallait que. C'est bizarre aussi d'être un peu plus en retrait que devant à ce moment-là. Malheureusement, j'ai pu, oui et non, parce que il y a eu un fait où j'ai dû récupérer la catégorie en cours de saison, totalement. Donc voilà, là on est immédiatement remis, on va dire, dans la lumière directement. Mais voilà, il fallait endosser cette responsabilité-là, enfin ce rôle-là. La deuxième année était meilleure. Là, j'ai vraiment mes repères. Ouais. On a fait une top saison, on va dire, sur le plan sportif et sur le plan formateur. Enfin, formateur pour les jeunes. Parce qu'au HAC, on n'est pas dans l'obligation de résultat. Ça ouais. La formation du joueur, pas la formation du collectif. On sait très bien que dans une génération, il y en a très peu qui sortent, qui finissent pro. La finalité, elle est là. On est plutôt dans la formation de l'individu, la formation du joueur à travers le collectif. Okay. Donc, mais malgré tout, en contournant un petit peu les choses, on amène quand même cette compétition. On est quand même. Oui, parce que le HAC est le club phare. Donc on se il faut des résultats. On se doit de représenter malgré tout les choses sur le terrain. Donc on se doit d'être performant, et c'est ce que j'ai enseigné à mes jeunes à l'époque. J'avais les 13, on était quand même en première phase départementale, et après il y a eu la création de la deuxième phase sur la phase régionale. Effectivement, quand on est club pro, on est le seul club pro du secteur, on se doit d'être rigoureux, d'être intransigeant avec nos adversaires. Ça, c'est la fibre. Donc voilà. Et puis j'ai vécu une merveilleuse saison avec ce titre de champion de France à la fin. Avec la Festival Beach qui a été remportée à Cabreton. Donc c'était pas prévu, mais au final on le prend quand même. Donc on va dire que c'est peut-être le marqueur de ma carrière sur le plan titre. Le titre de champion de France, c'est pas rien, c'est important. Et en plus, ça couronné sur la fin de, on va dire, ma première phase de carrière à titre perso, où c'était ma 10e année, donc en tant qu'éducateur. Donc pour les 10 premières années, finir sur on va dire, conclure le socle sur un titre de champion. Par un titre, n'importe lequel, et là c'est génial. C'était pas mal, franchement.
C'est pas mal. À refaire. Alors, pour revoir. J'avais une question, pendant que tu me parlais, ça m'était venu. Comment t'en arrives au WAC? Comment t'arrives au WAC? Par le biais de Michael Bunel. Qui était aussi à Grouchy. Qui était aussi à Grouchy. Oui, tu l'as connu à Grouchy? Oui. Ouais. Oui, Michael Bunel, il me connaît depuis petit. J'avais l'opportunité d'intégrer le hack une année avant. Sauf qu'à titre perso, je voulais pas intégrer le hack sans BMF. Par respect à l'institution, je dis pas qu'il faut pas intégrer un centre de formation avec sans brevet d'état, j'ai pas dit ça. C'est juste moi, à titre perso, par rapport à la rigueur que je m'inflige, arriver face à des jeunes qui, malgré tout, connaissent très bien le football, qui peuvent être pointilleux sur certains exercices, sur certaines consignes. Forcément, quand tu vas imposer une consigne, ils vont vouloir essayer de la contourner pour te mettre toi en difficulté s'ils sentent qu'il y a une faille. Je voulais être armé en fait. Ouais. Je voulais arriver au hack en étant armé. Parce que tu avais l'opportunité d'y rentrer sans... Un an avant, ouais, sans diplôme, on va dire, sans vrai diplôme. Mika qui m'avait appelé pour intégrer l'équipe éducative. J'avais aussi d'autres propositions de clubs. Je les ai tous déclinées. J'ai décidé de rester une année de plus au Montgaillard pour passer mon BMF que je me suis moi-même financé. Ouais, tous les diplômes. C'est l'année de Montgaillard où tu disais. Ouais, les années sur l'aspect financier, les années sont compliquées au Montgaillard. Donc tu finances toi-même ton BMF. Ouais, mais j'ai profité de l'opération Horizon Bleu 2016, comme la France est organisatrice de l'Euro. Il y avait un gros appel à projet, et donc j'ai pu bénéficier. Mais au final, le BMF m'est revenu à pas grand-chose. J'avais déjà validé certains CFF. Ouais. Donc en fait, il me restait pas grand-chose à valider. Donc le coût n'a pas été énorme. Mais je pars du principe que je finance moi-même mes diplômes. J'ai toujours fait ça du début jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant. Parce que des fois, il y a des opportunités qu'il faut saisir. Et avoir été financé d'un diplôme par un club, tu te sens redevable. On te sent redevable. C'est un coût. Les diplômes, les formations sont chères, c'est un coût. Je me vois mal être formé dans un club et aussitôt le diplôme obtenu partir. Si tu as une bonne opportunité et que derrière c'est eux qui t'ont fourni. Voilà, donc je me dis l'accord moral c'est de rester 1 ou 2 années de plus. Mais il y a une opportunité il y a des fois. Voilà, donc faut la saisir. Donc moi j'ai pris le principe où je m'autofinance mes diplômes. Ça ne veut pas dire que je pars, hein, ça ne veut pas dire. Hein. La preuve, ça fait 4 ans que je suis à Coquery. Mais au moins, s'il y a une opportunité, je suis pas redevable. Et là, au niveau diplôme, t'es comment? Toujours au BMF. Non, j'ai pas le BEF, j'ai toujours au BMF. Bon là, avec la situation familiale, on est plutôt sur une VAE. Ouais, une validation des acquis. Tenter de la passer en VAE. Après, j'ai un diplôme en futsal, j'ai un BPGEPS à activité physique pour tous. Enfin, je me forme quand même à côté pour continuer et rester malgré tout dans le circuit. Et puis voilà. C'est bien, c'est pas toujours, c'est même la première fois que j'entends quelqu'un qui va se valider qui va s'autofinancer ses diplômes pour ne pas être redevable d'un club. Et ça prouve encore une fois la personne que t'es, le mec mort du foot que t'es. Et c'est super intéressant. Pour en finir avec ma question sur le hack, comparé, je pense, vu de l'extérieur à un club amateur, Bolbec, Coquery, le Montgaillard, les municipaux, où t'es tout seul, ou t'es un adjoint, c'est un parent, etc. Là, le hack, est-ce qu'il y a une vraie différence? Ou ça reste quand même... parce que le hack, c'est quand même un club qui a des moyens limités, c'est pas l'Olympique de Marseille, ça reste le hack. Et c'est le club de notre région. Ça reste du coup un club qui a moins de limites que certains clubs pro. Donc, est-ce que tu sens quand même qu'il y a une vraie différence? C'est un vrai club pro? Oui. Quand même. Oui. Il y a une vraie différence. Bien sûr. Il y a une vraie différence. Après, moi, quand je suis arrivé, donc comme
quand je suis arrivé, j'étais adjoint, donc il y avait l'entraîneur principal et on était 2 dirigeants. Donc, en gros, on était sur un staff de 4 personnes sur une catégorie. L'année suivante, je me suis retrouvé, quand je dis seul, on va dire sur le terrain, seul éducateur responsable de la catégorie 13 et j'avais mes 2 dirigeants avec moi. Quand j'ai suivi la génération 2005 sur les 14, j'étais de nouveau adjoint et c'était Fred Ortiz qui était responsable en 14. Et là, on avait enfin, j'étais adjoint, il était principal et ouais, on avait un ou deux dirigeants en plus, même chose sur les 15. Donc oui, on a quand même un staff. Après, on ne faut pas oublier que quand nos garçons, à partir à fin U13, 14, à l'époque où j'y étais, hein, le hack a beaucoup évolué. Oui, ça a évolué, c'est clair. Ça a beaucoup évolué et tant mieux dans le bon sens. Ouais. Donc ça, c'est important. Nos garçons à U13 avaient quand même de temps en temps accès au kiné ou au PA, préparateur athlétique. Ah oui. Dans le cas où ils avaient une petite blessure ou quoi que ce soit. Au moins le consulter, voir si nous derrière on doit adapter notre séance par rapport aux joueurs ou pas. Ok. Voilà. Après, quand ils passent U14, ils ont l'obligation de passer par le préparateur athlétique ou le kiné s'il y a la moindre douleur ou quoi que ce soit, qu'il soit vrai ou on va dire interne au centre. Ouais. Ça faut faire aussi la distinction, c'est qu'il y a des garçons qui sont directement au centre, qui dorment sur place, ouais. Ceux qui viennent de plus loin, et les plus vrais, enfin ceux du secteur, sont en famille. Enfin, restent dans leur cocon familial. Donc voilà. Mais oui, il y a quand même une différence. Moi, j'essaye d'apporter cela à Coquery, parce que moi, cette année, j'ai un staff assez large. Je suis certes l'entraîneur principal, mais j'ai 2 adjoints, 2 dirigeants. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, quand je les ai pas à temps plein parce qu'ils travaillent. Hein. Oui, bah oui. Moi, j'ai la chance d'être dans un collège, donc géré par l'éducation nationale. Donc, ouais. j'ai les vacances scolaires, je finis mes journées à 18h, mais j'ai pas de contrainte de déplacement parce que je dois aller, parce que je travaille dans une entreprise qui fait des déplacements. Donc, et est-ce que au HAC, quand tu étais au HAC, tu t'occupes que du sportif ou tu as un œil vraiment sur la globalité, l'école, tout ça? Alors, ou vraiment il y a des gens dédiés à ça? Il y a des gens qui sont dédiés à ça. Moi, sur la génération 2005, donc l'année où on a ce titre de champion de France, en fait, les personnes qui s'occupent de ça, ici, à cette époque-là, ils sont occupés. Alors oui, la catégorie 13 est un peu la catégorie charnière. C'est le basculement par rapport aux performances, tout ça sur le plan sportif, mais également sur la scolarité, parce que il y a aussi le fait où il y a le recrutement de jeunes à l'extérieur. Ouais. Ça, et comment c'est à partir de U14? U13, il y a le stage qui arrive au mois d'octobre, le stage où il y a plusieurs joueurs de l'extérieur qui viennn. Donc là, c'est un moment un peu stressant pour les garçons à vrai. Ouais. Parce que là, ils savent que forcément les effectifs vont être plus conséquents, mais possibilité aussi de sauter. Voilà. C'est vrai, c'est le terme. Faut dire le terme. Donc il y a cette pression-là. Moi, j'avais en fait, cette année-là, j'avais le numéro de téléphone de tous les profs principaux. J'avais les emplois du temps de mes garçons. Et la règle que j'avais imposée, c'est on connaît nos jeunes. Forcément, toi comme moi, on n'a pas été tout rose à l'époque, on faisait quelques bêtises, mais il fallait l'assumer. Je leur disais souvent, vous faites une bêtise, vous arrivez en retard, vous avez pris une observation, je préfère mieux que tu viennes le soir à la séance d'entraînement en montrant ton carnet de liaison en disant, voilà Thomas, aujourd'hui, je déconne, et entre guillemets on en parlait, et puis ça, entre guillemets, ça passait, que le prof m'appelait en disant, attention, un tel est venu en retard, attention, un tel s'est mal comporté, à partir de là, il y avait sanction derrière. Donc oui, j'avais ce suivi-là, j'avais les résultats, j'avais les bulletins scolaires. Mais est-ce que c'est le HAC qui t'impose ça ou c'est toi? Non, c'est moi qui l'ai imposé moi-même. C'est moi qui l'ai imposé moi-même parce que je voulais vraiment mettre un cadre à mes jeunes, parce que je savais ce qui allait arriver par la suite pour leur formation derrière. Donc je voulais vraiment, et je l'impose aussi à mes jeunes à Coquery. Ouais, t'as suivi j'ai suivi le truc. J'ai tenté de le faire à Dieppe quand je suis parti d'abord. Après à Dieppe, je suis resté une année, donc j'ai pas pu le pérenniser sur la
l'avenir. Mais ouais, c'est vraiment un truc que j'ai voulu mettre en place. Et c'est important. Et je pense que de toute façon, au vu de la société actuelle et au vu de nos jeunes, on peut les tenir que par le foot également. Certains garçons, le levier, c'est le football. Donc, quand certaines familles, malheureusement, n'arrivent plus à savoir comment gérer leurs enfants, on appelle à l'éducateur. Et c'est important qu'on soit unis tous ensemble. Cette année, je me suis déplacé dans différents établissements scolaires parce que ça allait pas. Les CPE qui m'ont appelé directement en disant est-ce que en lien avec la famille les familles ont accepté la démarche. Je me déplace pas dans un établissement scolaire sans que la famille ne soit pas au courant ou ne valide pas le projet. Le but c'est d'être un véritable soutien. Donc et à partir de là, quand je me déplace, j'y vais pas en rigolant déjà. Et la deuxième des choses, le joueur se trouve bête parce que le joueur n'est pas au courant que là c'est quand il me voit dans le bureau du CPE et que lui il est convoqué avec. La honte. La honte et son visage change parce que on sait très bien que moi j'ai imposé un cadre à la reprise cette année. J'ai horreur qu'on m'appelle. Enfin, j'ai horreur qu'on m'appelle qu'un CPE ou qu'un établissement scolaire m'appelle par rapport à ça, parce que ça veut dire qu'il y a problème. Souvent, un CPE, quand il t'appelle, c'est pas pour dire votre joueur ou votre fils, il est extraordinaire. Il vous appelle parce que ça va pas. Donc, c'était plutôt. Donc, j'ai horreur de ça. Et la deuxième des choses, s'il y a continuité, c'est-à-dire différentes commissions qui arrivent, forcément, moi derrière, je prends les mêmes. Donc, pour exemple, j'ai un garçon qui a pris. Qui était en mesure conservatoire pendant 10 jours. Pendant 10 jours, je l'ai exclu du groupe au fond. Comme ça, va réfléchir chez toi, va t'aérer l'esprit, tu réfléchiras. Peut-être que je veux pas toucher du bois parce qu'il y en a pas, mais à l'heure actuelle, ça marche. Ça marche. Tant mieux. Tant mieux si ça marche sur certains gamins. Et ça me fait penser à Greg, quand on a fait l'interview avec Greg, et du coup tu l'as regardé, mais c'est pas que du foot. Non. Et ça nous prend du temps. Ça prend du temps. Mais on n'est pas, moi, mon cas perso, là, avec les U9, je les vois que 2 fois la semaine, et la 3e fois, c'est le match du week-end. Mais ce que je disais, et j'ai l'habitude de le dire, et je l'ai dit dans l'interview, mais moi, ce que je dis aux parents, et quand j'avais surtout les 18, c'est que, ok, on forme des joueurs de foot, mais on forme aussi des humains. Donc, le peu de temps qu'on les voit, et ben, si on peut aider, si on peut aussi les faire s'insérer, pour les 18, s'insérer dans la vie active, on essaie par tous les moyens. Moi, grâce à mon travail, j'ai pu faire rentrer quelques U18 en tant que saisonnier au travail. Ça leur a permis de toucher un premier salaire, de pouvoir se payer le permis et tout ça. Ça, personne me l'a demandé, mais moi, pour ma conscience perso, je suis content d'avoir fait ça. Tu vois, ça a pu lancer des gens dans la vie active. Et voilà, là, sur les U9, c'est différent, c'est un peu plus de l'éducation, mais je pense que c'est important de pouvoir les éduquer comme on peut. Et moi, je discutais il y a pas longtemps, j'ai fait entraînement ici, tiens, d'ailleurs, à Sport Event. Et j'ai un parent qui me dit, ouais, là, mon fils, tu vas peut-être pas le revoir parce que à l'école, ça se passe pas bien. On va le punir sur le foot, quoi, parce qu'il y a que ça qui est marchand. C'est dommage, mais au final, est-ce que c'est pas la réalité de la chose? La console, ça marche pas. Ça marche pas. Télé, ça marche pas. Quand on lui dit à cet enfant-là qui va être puni de foot, il pleure, et là, ça commence à marcher. Donc, est-ce que la vraie sanction, c'est pas ça? Malheureusement, ça va le pénaliser lui, moi, pour ma séance, pour mon truc, et l'enfant, il va louper 1, 2 semaines. C'est important à cet âge-là, c'est bien sûr. Mais de toute façon, on a un rôle d'éducateur. On est éducateur. Quand tu places, voilà. Il y a éducation. Quand tu passes des diplômes, t'es plus dirigeant, t'es éducateur. Donc il faut savoir éduquer. Il faut savoir faire. C'est important. Voilà, faut savoir éduquer. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de social à faire. Ah ouais, carrément. Ça prend beaucoup de temps. Je pense que ça prend énormément plus de temps que le sportif. Ouais. Des fois, ça prend mais c'est le foot amateur, c'est ça qui fait le charme. Foot amateur. Et du coup, ça t'est arrivé aussi au HAC. Donc, au final, c'est le foot en général qui veut ça. Oui, c'est le foot en général. Oui. De toute façon, il y a un suivi scolaire dans les structures pro. Il y a un suivi scolaire. Donc, ah ouais. Donc, ma prochaine question, c'était, on t'a jamais vu sur une équipe senior? Il y a une raison à ça ou... À l'heure actuelle, ça m'intéresse absolument pas. Parce que là, ça fait combien de temps que tu entraînes? Là, c'est ma 16e, 17e saison.
qu'en 17 ans, les seniors, jamais... T'as eu une opportunité? On t'a déjà proposé? Oui, mais des bruits de couloir. Bruits de couloir. Mais à l'heure actuelle, ça m'intéresse pas. Alors, est-ce que si demain on me propose un projet chez les seniors, est-ce que je dirais non? Je sais pas. Parce que moi, je marche beaucoup au projet ou au challenge. Je suis une personne où il faut de l'adrénaline. Alors peut-être on en reviendra plus tard sur les compétitions et le côté formateur. Mais moi, j'ai besoin de cette adrénaline. C'est ça qui me fait, c'est ça qui donne ma passion. Si j'ai fait Dieppe 4 fois la semaine, c'est Oui. parce qu'il y avait un véritable challenge, c'est qu'il y avait quelque chose. Donc sinon, Oui, tu fais pas ça comme ça. je serais resté à côté. Bah, ouais. Et j'insiste bien sur le challenge et le projet, pas l'aspect financier. Ça, faut. De toute façon, les gens qui... d'entendre dire ah s'il est parti là-bas, ah, s'il est parti là, c'est pour l'argent. Non, ma voiture, c'est pas une grosse berline. Je me porte bien. Les gens qui sont à notre place, il y en a plein, savent très bien que financièrement dans le foot, c'est pas là où tu vas t'y retrouver le plus. Non, non. Ouais. C'est une passion avant tout parce que exactement. Alors oui, il y a un côté financier. Après, il y a toujours, on va dire le supplément, façon de parler. Évidemment, il y a des clubs et des structures qui proposent plus que d'autres. Bien sûr. Mais c'est pas le plus alléchant. Si c'est pour aller dans un club qui va proposer 2 fois ou 3 fois, entre guillemets, de ce que m'offre le club dans lequel je suis, mais entre guillemets, il n'y a pas le projet, il n'y a pas le challenge. Je vais y aller pourquoi? Pour faire accompagnateur, parce que moi, je vais me considérer comme ça. Être accompagnateur, je vais pas être investing, donc au final, mon travail sera mal fait. Moi, c'est vraiment le projet qui me tient. Quand je quitte Dieppe, où j'avais les 16 R1 pour revenir sur Coquereville, la première chose qu'on me dit, c'est on va passer les U16 parce qu'ils sont en régional. Non. En fait, les U16 en région, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux les 18 D1. Donc là, tout le monde m'a regardé en disant donc toi, tu es passé, parce que forcément, tu as une étiquette malgré tout. Ah, tu es passé par le HAC, tu as fait Dieppe, enfin, tu as fait des bonnes structures, des grosses structures, et tu veux te retrouver en départemental. Bah oui, parce que le challenge, c'est que ça fait 10 ans que Coquereville n'est pas en régional en 18. Donc oui, le challenge, c'est que ouais, je veux être l'éducateur, enfin, qui les fasse remonter à ce niveau régional. Et ça m'a souri parce qu'ils y sont. On a fait 2 montées de suite sur 3, parce que j'ai échappé à la 3e montée pour 3 points. Mais ils sont en R2, ils sont pérennisés à l'heure actuelle, donc ça veut dire que le travail est fait. Là, le deuxième challenge, c'était les 15 et R1, donc cette année, avec l'objectif d'avoir des 16 R1 pour la première fois au niveau des clubs. On est premiers, il faut être dans les 6. Il y a une petite marge, mais il y a toute la phase de retour à faire. Faut pas se relâcher, mais ça exactement. Mais moi, je vis que par ça, enfin, par les projets, par l'adrénaline, par les ambitions, et je ne me mets aucune limite. T'as raison. Je me retrouve dans ce que tu dis parce que nous, on se connaît quand j'ai pris les U18, t'étais sur les U18 et du coup, on s'est connus comme ça. Et moi, quand je prends les U18, c'est parce que il y a un challenge. Alors, personne me l'a présenté, je me le suis fait tout seul, le challenge. Sauf que moi, je suis à Volbec depuis longtemps, enfin depuis toujours même. Et arrivé à l'année d'avant où je les reprends, ça se passe mal et on sait que l'année d'après, il n'y a pas de 18. Il y a un club sans les 18, c'est dur. Possible. Et puis un club comme Volbec, sans les 18, c'est une anomalie. C'est pas possible. Et déjà sans une catégorie, c'est une anomalie à Volbec. Voilà. C'était dans le passé, c'est arrivé. Toutes les catégories sont complètes. Il y a des équipes, il y a plusieurs équipes par catégorie, donc on a bien travaillé. Mais du coup, quand je reprends les 18, je me donne ce challenge à moi-même, je le crée tout seul, et c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui m'a et donc je te rejoins dans le fait que, et on en parlait tout à l'heure en off, que moi j'ai plus de compétition et j'ai plus de foot à 11 et ça me manque. Et c'est ça qui me manque en fait, c'est un challenge, un truc qui va faire qu'il y a du travail. En fait, arriver les pieds sur la table, non, trop facile. Au final, en vrai, c'est trop facile. Donc il faut du travail, il faut amener quelque chose et comme tu disais aussi, moi les U18, je les ai emmenés jusqu'en R2. C'était jamais arrivé à Volbec, à l'US Volbec, je dis bien, depuis la fusion. Donc ça reste que pour moi et Mathieu, on était tous les deux avec Sébastien Pion et Christophe Lévesque, donc
staff. Mais dans notre vie, du coup, on pourra se dire que on est des personnes qui ont amené Bolbec U18 en R2. C'était jamais arrivé, on l'a fait, c'est nous qui l'avons fait. Alors est-ce que ça vaut quelque chose pour les gens? Peut-être pas, mais pour moi, oui, forcément. Parce que c'est ma passion et voilà. C'est quand même important de marquer l'histoire de son club. Hein. Ah ouais. Surtout dans lequel on a grandi depuis tout petit. Exactement. Donc moi, je comme toi, moi je pars de ce principe où quand on réalise quelque chose, c'est pas les gens qui vont venir nous le dire en disant ah félicitations. C'est clair. Des fois, faut s'auto. Ouais. T'as le droit t'as le droit de temps en temps. Du coup, l'anecdote, c'est pour ça que j'ai créé ce média-là, le foot d'en bas. C'est vraiment pour ça, parce que je trouve que, et je l'ai dit dans l'interview, enfin, je sais pas si je suis filmé dans l'interview, je sais plus, mais Lockman, quand il prend les seniors à Bolbec, il a eu une première saison, quand il prend la première, pardon, une première saison galère, où il a bossé avec un groupe restreint, c'était pas facile, mais il a réussi sur le dernier match à se maintenir. Donc sur le dernier match, il se maintient. L'année d'après, il bosse, il recrute, il bosse, il met des choses en place. Champion des R2, il monte en R1. L'année d'après, R1, 8e tour de Coupe de France, Stade Malherbe. Dans l'histoire de Bolbec, de la fusion, c'est jamais arrivé. Et du coup, je trouve que ça mérite d'être mis en lumière. Tu vois, et comme toi, champion de France avec le hack, tout ça mérite d'être mis en lumière. Mais comme tu as dit, il n'y a pas grand monde qui va te féliciter. Et c'est pour ça que j'ai créé ça, parce que je trouve que c'est intéressant déjà d'avoir des parcours différents. Bien sûr. Et de mettre en lumière les gens qui ont eu des résultats, parce que on vit quand même pour ça. Quand tu prends une équipe, c'est pour avoir le meilleur résultat possible. Bien sûr. C'est de faire progresser tes garçons, mais si tu arrives à faire progresser tes garçons, pardon, parce qu'à un moment donné, la finalité, le résultat, il va être bon. Oui. Finalité, normalement, ça vient. Sinon, il y a le chemin noir. Mais oui. Après, il peut se passer sur un détail. Je vois, moi, je perds une finale de district. Je l'ai perdu aussi, t'inquiète. Donc, tu vois, c'est un détail. Alors cette année-là, on survole le championnat. Je perds contre une D2 en finale. J'ai rien contre la D2, j'ai rien contre eux, mais on perd au tir au but, alors que dans le match, j'ai 10 occasions. Il rentre une fois dans la surface, penalty, il marque. Il rentre une deuxième fois, il marque. C'est le jeu. Donc, tu vois, sur un match et sur un championnat, tu peux passer à côté d'un but, d'un point. Ça peut aller très très vite. Sont compliqués. Hein. Donc, 18, même s'il y a la réforme qui est intervenue, grâce à notre équipe, championnat 18, quand tu étais champion, tu n'étais même pas assuré de monter en régional. Hein, ouais, tu vois, c'est fou. Hein. Ouais. Donc, malgré ça, ça peut te basculer. Sur une défaite, elle peut basculer. Et en vrai, on juge quand même un coach à ses résultats. Maintenant, oui. Donc, c'est important de souligner quand tu fais quelque chose de bien. Il faut le dire. Donc voilà, ouais, senior. Non. Sauf s'il y a un challenge. Ouais, s'il y a un challenge intéressant, mais je suis plus sur les jeux. Donc là, on va faire, du coup, on va parler tout à l'heure et ça va arriver, un petit question-réponse. Je te donne deux choix. Ouais. Tu me donnes, tu l'as vu dans l'interview avec Greg. Bon, je connais déjà certaines des réponses, mais c'est jamais, il peut toujours y avoir mais on sait jamais. C'est vrai. Bon, là, je pense pas, mais peut-être. Arbitre ou éducateur? Éducateur. J'avais la réponse. On n'en a pas parlé, tu pourras peut-être en parler, parce que je pense que du coup, je connais aussi la réponse. Même si peut-être que futsal ou foot normal. T'en penses quoi? Au vu de tes dernières publications Facebook et la discussion qu'on a eue en off, je dirais futsal. Ouais, c'est une pratique qui est... Alors, ceux qui vont voir l'interview vont peut-être sourire. À l'époque, j'étais absolument pas un fervent. Ah ouais. Mais du tout. À l'époque où on en parle du futsal, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette pratique? Enfin, grosse balle jaune, là, tu te rappelles à l'époque, là, où ça rebondissait partout, là, ça ressemble à rien. Moi, j'ai pas trop connu ça. T'as pas connu ça? Non, je suis à l'époque des dinosaures, alors, à quoi ça ressemble? Et quand je suis passé de l'autre côté en tant qu'éducateur, là, on était revenu sur le ballon traditionnel qui rebondit un peu, enfin,
j'attachais pas. En mode, Moi, j'ai du mal. ça... Et en fait, au fur et à mesure, quand j'ai passé ma formation de futsal, je l'ai passé, le module découverte était toujours organisé à Volbec, à Carlier, à Fontaine-Martel. Le module perfectionnement, il était organisé, je l'ai passé où? Je l'ai passé à Oulgat. Sauf qu'en Normandie, il n'y avait pas de certification. Donc ma certification, je l'ai passée à Sablé-sur-Sarthe. Ah ouais? Ouais. J'ai passé ma certification à Sablé-sur-Sarthe. J'ai pris ma petite voiture, j'y suis allé avec un pote. Alors un pote qui m'a accompagné comme ça, pour pas me laisser dans la galère, à me prendre la route seul. Mais j'ai validé ma certification dans la Ligue Centre Val-de-Loire. Et puis comment? Puis au fur et à mesure, bah oui, en fait, cette pratique, elle est importante pour nos joueurs. Elle amène quelque chose. Hein. Moi, là, si je fais le bilan de mes dernières saisons, souvent, je fais des saisons non-stop. Il y a très peu de coupures. Même pendant les vacances, je ne donne pas de vacances à mes joueurs. Même sur la période des vacances de fête de fin d'année, des fois, j'en donne peu. Je fais jamais de coupure d'une semaine. Quand il y a une communauté qui me permet aussi, jamais. Mais même à Dieppe, je l'ai fait. Et souvent, le bilan que je fais, c'est que quand j'ai une coupure dans la saison, derrière, sur les résultats sportifs, il y a une cassure. La dynamique, elle n'y est plus. Et ce qui me permet de relancer la dynamique, c'est le futsal. Ah ouais? Souvent, les résultats remontent. Là, par exemple, sur cette année, on est invaincu de la fin août, quand il y a eu reprise du championnat jusqu'au 22 novembre. On fait une saison non-stop. On est invaincu. J'ai le premier résultat qui chute, première défaite de la saison. J'ai pas gagné depuis fin novembre jusqu'à la semaine dernière. Match de préparation compris. J'ai fait éliminer la Suisse de Normandie également. Et en fait, c'est le futsal qui redynamise un petit peu le groupe. Alors, on va voir la semaine prochaine quand on va prendre véritablement le championnat, mais ouais, ça amène. Je pense que ça libère un peu les esprits au niveau des garçons. Mais après, sur leur plan pour eux individuellement, ça amène pas mal de choses. Ça travaille bien techniquement. Ça travaille techniquement. Futsal, si tu regardes attentivement, même dans tes déplacements, quand tes garçons ils se déplacent sur l'aspect off, s'il y a un mauvais déplacement, derrière ton action part à l'eau. Sur l'aspect def, si ton garçon il fait pas soit le bon pressing, parce que si tu organises ton jeu de cette manière-là, enfin ta phase défensive sur cette manière-là, s'il y a un garçon qui est juste en décalage, c'est vite pris à défaut en fait. Ça travaille aussi sur l'aspect athlétique avec le cardio, tout ça, mais je dirais plutôt vraiment à ta question les deux, mais ouais, demain si j'ai un projet sur le futsal par exemple, j'ai créé mon club de futsal. Ah ouais? Le Sporting Club Havrais, j'en suis. C'est toi? J'en suis l'initiateur avec Wilfredo Neva. Ouais. Donc ça fait partie. Donc j'ai toujours ça dans le coin de la tête. Maintenant qu'il y a eu la réforme un peu sur les championnats jeunes, avec le championnat U18 régional qui amène des 19 ans nationaux pour l'année prochaine. Pour revoir. Après, dans notre secteur, ça a quand même du mal à se développer en jeune. Ça a du mal. Il faut quand même se déplacer. Faut se déplacer, mais est-ce que maintenant on met tous les ingrédients? Est-ce qu'on met tous les ingrédients j'ai pas envie de viser une instance ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on met tous les ingrédients? Est-ce que nous aussi, en tant qu'éducateurs, on est prêt à s'ouvrir sur cette pratique-là réellement? Parce que alors oui, il y a les difficultés de gymnase ou quoi que ce soit, parce qu'il y a d'autres pratiques, etc., etc. Mais je pense qu'on fait pas beaucoup d'efforts. Parce que ça peut être du non-stop, le futsal. Parce que nous, là, on se rend compte à Bolbec, on n'a pas de terrain synthétique. Les séances, là, on fait que du futsal, du futsal. Même pour nos jeunes, je pense qu'on est capable d'ouvrir des compétitions. Je pense, ouais. Après, il y a compétition et compétition. Oui. Parce qu'on sait très bien que nos compétitions, des fois, peuvent faire sortir les yeux ou faire siffler les oreilles pour certains parce qu'ils veulent pas entendre ce mot-là. Mais ça peut être sous forme de loisir, mais qu'il y ait une pratique pour nos joueurs, je pense que c'est important. Ouais, je pense. Les grosses structures qui ont je ne sais combien de licenciés dans leur je prends la catégorie 13 par exemple, je ne sais combien de licenciés et qui engagent des équipes et au final qui laissent presque une équipe sur le côté à la maison. Si on leur offrait une pratique futsal à nos jeunes, on limiterait le nombre de pertes et c'est peut-être comme ça que certains clubs se retrouvent en difficulté à perdre beaucoup de joueurs, beaucoup de licenciés, alors qu'on pourrait leur offrir
Des alternatives, c'est une alternative. C'est une alternative. Et on est à l'abri. Exactement. En hiver, c'est bien. C'est bien l'hiver. Ah ouais. Possession ou transition? Alors moi, plus possession, mais tout dépend avec quelle équipe j'ai. Je rentre un peu plus dans le vif du sujet. Par exemple, la première année, quand je suis arrivé à Coffee, j'étais possession plus. J'avais des joueurs pour. Et donc, effectivement, on privait l'adversaire de ballon. Quand j'étais au hack, j'étais aussi dans cette dominante-là. Mais par exemple, à Dieppe, j'étais plutôt bloc bas et transition rapide. Là, cette année, sur les 15 R1, possession, quand on tombe sur les équipes comme Évreux, FC Rouen, Elbeuf, Le Hack, je pense que le ballon, il l'a pas beaucoup. Ouais, donc on s'adapte par rapport à nos profils, enfin, plus particulièrement, je m'adapte au profil de mes adversaires et également de la qualité de mes joueurs. Donc, possession, il faut avoir une très grande maîtrise du ballon individuel déjà et ensuite collectivement. C'est clair. Gagner ou faire progresser? Les deux, parce que il est important de faire progresser nos jeunes, c'est notre but ultime. Normalement, oui. Mais si on veut aussi fédérer un groupe, tu peux faire progresser tous tes joueurs. Mais si à la fin la carotte elle n'est pas là avec la gagne, si elle marche pas la carotte, je pense que derrière il y a difficulté. Donc après encore une fois, j'ai envie de dire tout dépend dans quelle structure on est. Si on est dans un club où c'est ouvertement dit que le résultat est entre guillemets mis de côté parce qu'on évolue en D1, en régional, en D1 ou en D3, n'importe peu, mais que le but c'est le bien-être des joueurs et de les faire progresser. Ok, on est dans la progression. Bah, ok, bah, le match est juste la finalité de ta semaine. Voilà. Maintenant, si on est dans une structure qui demande ou exige, hein, parce qu'il y a certains clubs, c'est LDC, hein, on exige les résultats. Là, j'ai envie de dire que là, par tous les moyens, il faut gagner. Ouais, par tous les moyens. Après, tout dépend quel moyen. Mais il y a des clubs par tous les moyens. Voilà, c'est ça. Mais ouais, il faut. En tout cas, il faut amener cette fibre de la game. Ouais, je pense. Ça me fait penser à. On avait une discussion avec Victor Seyé, tu vois, qui est en 35 heures à Bolbec, et on a eu cette réflexion-là parce que nous, on a des jeunes à Bolbec, c'est très gentil. On est très gentil. Ça date des autres années où on a été, voilà, on veut faire former, progresser, et on n'est pas trop dans la compétition. Et du coup, on se rend compte qu'au final, on n'a pas cet esprit de compétition qui peut faire basculer faudrait, et puis même sur une U11, t'as pas de compétition, mais il faut quand même leur faire à un moment donné comprendre qu'il faut gagner à un moment donné. Tu vois, et nous à Volbec, on était un peu pas dans ce truc-là, et on avait cette conversation-là avec Victor qu'il faut quand même leur inculquer l'esprit de la game. Alors c'est pas en U9, en U11, c'est pas une fin en soi, mais il faut quand même commencer parce que quand tu vas arriver en U13, en U15, tu as des championnats, des compétitions, et il va falloir commencer à avoir des résultats, à gagner, et il faut inculquer parce que un enfant, quand tu lui dis gagner ou perdre, c'est pas grave, ça dépend de caractère aussi, mais si tu lui dis trop, c'est pas grave, il va jamais vouloir gagner, tu vois, à un moment donné. Donc il faut quand même leur inculquer. Ouais, alors après, sur les petites catégories comme U9, U11, là, on est vraiment sur la progression pure. Oui, il faut faire progresser. Progression pure. Je pense que le basculement, il se fait directement sur les U12. U12 et 13. Au début de la mise en place des championnats. Et je dirais plutôt que la catégorie charnière, c'est vraiment la catégorie U12, où là, ils commencent à rentrer dans le monde où, il y a un classement, il se passe quelque chose. C'est peut-être là qu'il faut aller un peu plus leur inculquer sans avoir à l'esprit où il y a cette progression, parce qu'ils sont encore jeunes. Mais le basculement, il se fait là. U11, on est plutôt encore sur les plateaux, on est plutôt encore. Forcément, le garçon, il va pas se lever le matin pour perdre. En fait, c'est ça. Du coup, dans ma réflexion, c'était à l'enfant,
lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Après, nous, l'éducateur, faut qu'on arrive à se dire U9, U11, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de compétition. Donc, nous, soyons focus sur la progression, mais l'enfant, lui, il va vouloir gagner. Si on lui dit, nous, c'est pas grave si t'as pas gagné, dans sa tête, il va se dire, ouais, bien, demain, tu gagnes ton championnat en U13, ça veut pas dire que quelques années plus tard, tu seras là-haut. C'est clair, tu as dû bien le voir avec ta génération du hack en 2005. Là, à l'heure d'aujourd'hui, tu dois peut-être pas en avoir beaucoup qui sont sortis. J'avais Enzo Kofi qui était 2006, donc qui était surclassé, donc lui il est là-haut, donc je suis content de le voir, voir là-haut, mais sinon, il y en a pas beaucoup. Sinon ils se sont malheureusement cassé les dents. Et voilà. Pourtant ils ont fait en U13. C'est pas une fin en soi. Il n'y a pas d'acquisition, rien n'est acquis dans le foot. En plus, une blessure, un coup dur, ça va très vite. Et puis U13, on est sur du foot réduit encore. Voilà. Basculement, il est sur le foot à 11, donc. La dernière, tu es plutôt du style Guardiola ou Simeone? Guardiola dans son plan de jeu. Simeone dans son tempérament. Dans son caractère. Dans le caractère. C'est gagnant. C'est gagnant. Alors, le jeu est pas beau. Bien se le dire, des fois, on regarde l'Atlético, on merde. Il est souvent là-haut. Oui. Il est souvent là-haut. Il arrive à inculquer un esprit de gagne, justement, en revenant à ta question d'avant à ses joueurs. Et il amène une grande maturité à son groupe. Des fois, tu peux bien jouer et tu vois, il y a toujours des victoires qui sont importantes où tu joues très mal, mais tu arrives à gagner. Alors souvent, on dit c'est la chance du champion. Ouais. Il y a des faits qui prouvent que ils sont là-haut, ils ont toute la réussite, ils ont la chance du champion. Et il y a des victoires où le basculement il se fait parce que un geste héroïque d'un défenseur, c'est l'esprit-là où tu sais que l'arbitre peut te rajouter 10 minutes de temps additionnel, il va rien se passer, il va te prendre une demi-heure, même si tu es acculé dans ton but, il va rien se passer. Tu sais que tu vas tenir. Il y a des moments où tu le sens. Tu es dans le match, tu vois le match, tu regardes ton match, tous les scénarios qui s'est passé, tu te dis ce match-là, je le perdrai jamais. Ouais, c'est ça. Je peux jouer 3 jours, je le perdrai pas parce que on a là sur cette saison-là, à ce moment-là, on a cette chance-là et il y a beaucoup de ça. Mais c'est ça. Après Guardiola, c'est le maître. C'est la classe, quoi. C'est la classe, hein. Mais d'autres entraîneurs qui auraient pu être cités. Oui. Mais Guardiola, c'est un peu le chapeau de tout le monde. Au lieu de voir peut-être avec un club moins UP où on a moins de. Par ça, à l'époque, je pense que on aurait pu y être. Oui, mais je pense qu'il a quand même inculqué. Il a inculqué quelque chose, mais tu vois, quand il part en Allemagne au Bayern, tu changes d'entraîneur, tu peux changer d'entraîneur tous les années, ils vont marcher sur tout le monde. La seule année où ils n'ont pas marché, c'est les Leverkusen parce que les Leverkusen étaient au-dessus, mais l'année d'après, les Leverkusen, ils ont fait quoi? Des cheats, hein. Oui, sur une année, ça peut, mais c'est vrai qu'il y a des clubs. Mais après, est-ce qu'il a construit à City? Parce que forcément, le jeu espagnol, le téléporté en Angleterre, c'est pas la même chose. Ça, et puis on voit aussi maintenant qu'il y a des coachs qui ont eu la méthode Guardiola et parce que Arteta il est passé avec Guardiola, Xabi Alonso il a eu Guardiola en tant que joueur. Donc il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup d'entraîneurs qui copient entre guillemets Guardiola. Tu serais plutôt qui? Tu me dis là si tu les deux, entre les deux. Non, si là tu me dis il y a eu d'autres entraîneurs qui auraient pu être sur la question. Tu vois qui? Klopp, j'aime bien. Klopp. Ouais, j'aime bien Klopp. J'aime bien Klopp. Klopp, c'est un mix des deux. Voilà, un mélange des deux. C'est la passion, et c'est aussi ça joue bien. Mais quand on peut pas jouer bien, on va gagner quand même. Toi que Guardiola, je pense que il va vouloir ses idées, il va préférer perdre entre guillemets et rester avec ses idées que. J'ai une dernière question. Quelle est ta perspective d'avenir à court, moyen et très long terme? Alors, je vais pouvoir te répondre à long terme. Mon rêve ultime,
c'est de partir en Afrique. Ah ouais? Ouais, ça, je l'ai toujours dit. Partir en Afrique. Pour du football. Ouais. Pour découvrir ce continent qui est riche, très riche, qui est peut-être sous-coté. Trop sous-coté, je pense. Mais ouais, ça, c'est mon rêve ultime. D'aller en Afrique. Alors, N'importe où en Afrique? c'est compliqué quand même n'importe où. Parce que. Je veux dire l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Plutôt le Sénégal. Le Sénégal m'attirait. M'attirait le plus. Après, je dis pas non à d'autres pays. Mais ce qui me fait freiner, c'est un peu différentes instabilités politiques. Je sais bien comment, malheureusement, que ça peut partir sur les pays africains où ça peut vite s'envenimer. Le but, c'est quand même d'être en sécurité, malgré tout. Ouais. Mais le but ultime, c'est celui-là. Après, à moyen terme, je dirais point d'interrogation, et à court terme, point d'interrogation. Ouais, moi, quand je commence une saison, pour le moment, c'est de la terminer. Ça, c'est le but ultime. Après, il peut y avoir différents contretemps familial ou personnel. Évidemment. Mais je pense que le premier engagement qu'on a, c'est que quand on commence la saison, c'est de la terminer. On peut pas regarder un joueur en lui disant ah non, toi tu vas pas partir en cours d'année si toi-même t'es pas capable de t'exiger cela. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, moi, quand je rentre dans un projet, par exemple un challenge intéressant, je dis on est arrivé à Coffee, la première des choses que je dis, je viens pour les 18. Après, c'est le club qui accepte ou non. Oui. Après, souvent, alors quand je l'amène comme ça peut être considéré comme hautain. Personne, elle arrive dans un club et elle exige une catégorie. Après, ceux qui me connaissent, ils savent comment je fonctionne. Oui. C'est que si, entre guillemets, j'ai une demande d'une certaine catégorie, c'est que parce que derrière, il y a un plan. C'est réfléchi. C'est que potentiellement, j'ai déjà anticipé certaines choses. C'est que je vais pas venir les mains vides. Voilà. C'est que j'ai mes idées, c'est que derrière, j'ai cette adrénaline, j'ai ce truc qui va arriver. T'arrives pas dans le club, moi je veux ça. Point. Non. Moi je veux ça parce que j'ai travaillé dessus. J'ai travaillé déjà dessus. Voilà. Donc ça, et je dis toujours, moi je viens pour une saison et après on voit. Ah ouais. Je pars du principe où, par exemple là, la catégorie 18, l'objectif c'était de les entrer en régional. Donc l'objectif c'était de les faire monter. Moi je pars du principe que si j'arrive pas à les faire monter, enfin de la D1 à la R3, parce qu'à l'époque il y avait encore la R3, vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Soit vous dites, hey, t'as pas fait ton job sur le plan sportif, la porte elle est par là. Ouais. Ou soit on te dit, on te laisse une seconde chance et à toi de la saisir. Moi, je parle de ça. Donc, entre guillemets, la première saison, entre guillemets, c'est, on est à fond, on a les objectifs qui sont fixés par le club et puis on les atteint. Donc, la deuxième saison, la R3, c'était l'année de la suppression. Là, c'était à double tranchant. Ouais, c'était soit on était là-haut, soit on descendait, soit on perdait une année. Donc, deuxième année sous pression. Même chose, j'étais reparti sur une année et voir si, entre guillemets, on était redescendu en D1, même chose, même principe, faites ce que vous voulez de moi. Et donc après l'année en R2, j'étais plutôt dans un délire où, parce que sur les 2 premières saisons où j'arrive à Coffee, sur ma première saison, en fait, là, en plein milieu d'année, je me suis retrouvé seul avec ma fille. C'est perso, mais je me suis retrouvé seul avec ça fait partie du truc. Donc, ma fille, en période hivernale, elle était à côté de moi sur les terrains, il pleuvait, elle avait son parapluie, elle avait son kawaii, mais elle était à côté de moi sur les matchs, sur le banc de touche, elle était à côté de moi, même si c'est pas très réglementaire au niveau des officiels. Non, mais je m'arrivais toujours à m'arranger, donc voilà, sur la deuxième année, là, on s'est un peu mieux organisé sur le plan familial pour pouvoir que ma fille puisse être au chaud et moi que je puisse quand même continuer ma passion. Et à un moment donné, il y a un essoufflement. Ces 2 années-là qui sont quand même usantes sur le plan émotionnel, sur le plan familial. Et puis catégorie 18, on a déjà parlé en off, c'est une catégorie qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie. Donc on était plutôt sur ne pas vouloir faire la saison de trop. Et puis à un moment donné de se dire, ouais, mais si tu raccroches, tu vas faire quoi chez toi? Allez, on est reparti sur une 3e saison. Et donc là, c'était
Moi, j'étais cette fois-ci, plutôt dans un objectif où le club a mis 10 ans à remonter de départemental en régional. Donc, pérennisons la chose en R2, c'est déjà très bien. Et à un moment donné, quand la saison elle s'avance et que tu es en tête, enfin tout de moins tu es dans les 2 premières places et que tu es à la lutte jusqu'à l'avant-dernière journée ou à la dernière journée pour une montée en R1, là tu peux te regarder en disant les gars, on va pérenniser enfin oui, on est assuré d'être en R2, donc oui, on va se le job est fait, mais si on peut aller taper au-dessus, on va aller taper au-dessus. Et au Havre, on sait très bien comment ça se passe, enfin dans l'agglomération du Havre, pour en avoir parlé avec certains éducateurs, il n'y a pas la place pour 2 clubs. En 18 R1, par exemple, il n'y a pas la place pour Gonfreville et municipaux à la fois. On n'a pas alors on dit souvent le Havre, terre de footballeurs, parce qu'on forme beaucoup. Oui, le HAC forme beaucoup. Nos clubs amateurs forment beaucoup, qui amènent justement ces garçons au HAC. Mais à côté, on n'a pas assez le réservoir pour pouvoir avoir plusieurs clubs au plus haut niveau régional. Gonfreville qui a souvent, allez, sur les 10 dernières années, on va dire sur les 5 premières années, se maintenait assez facilement en R1. Là, ça fait 5 ans où ils luttent. Et là, le fait que les municipaux montent, en gros, ils ont dû diviser les joueurs, enfin les meilleurs joueurs. C'est-à-dire les joueurs de Coffrey, les joueurs du Mondial sont partis. Ils ont dû se les séparer. Et là, en fait, on a les municipaux qui arrivent à tenir la cadence en étant premiers. Et là, Gonfreville qui se retrouve vraiment empêtré. On n'a vraiment pas la place pour 2, en fait. Et donc, vaut mieux pérenniser en R2. Maintenant, nous, est-ce que si on serait monté en R1, est-ce qu'on aurait pu se maintenir en R1 Il aurait fallu beaucoup de travail. Moi, je l'ai toujours dit. Est-ce que la catégorie 18 à Coffrey est prête à cette exigence au niveau régional? Là, j'étais un peu plus mitigé, on va dire. J'étais un peu plus mitigé. Donc, normalement, j'aurais dû arrêter l'année dernière. Vraiment prendre une coupure, cette fois-ci une vraie. Parce que t'as jamais eu de coupure. Non, j'ai enchaîné les 16-17 ans de suite, là, j'ai jamais eu de coupure. Parce que je savais que j'allais avoir mon deuxième, qui allait arriver. Donc là, et puis, la première est montée en National 3. Et l'éducateur qui s'occupait de la génération que j'ai, qui était Aruna Kamara, qui avait 14, faisait partie du staff. Il est dans le staff. Et donc, N3, déplacement, etc. Donc, il fallait un éducateur pour les 15 et 1. Et c'est sur toi que c'est tombé. Voilà, on a endossé ce rôle-là pour cette année, à voir pour l'année prochaine. Donc, pour répondre à ta question, le court terme, pour l'interrogation, tu peux pas. T'es bien à Coquery, tu te sens bien à Coquery. Oui, je me sens bien à Coquery. Il n'y a pas besoin de couper. Non, je me sens bien à Coquery. Oui, non, mais il peut se passer plein de choses. Dernière question. Qui aimerais-tu voir à ta place lors d'une interview? Est-ce que tu as un coach, quelqu'un qui t'a marqué, que tu aimerais bien, que tu sais qu'il a fait des choses exceptionnelles dans le foot et qui n'a pas été mis en lumière et que tu aimerais bien le mettre en lumière, ou quelqu'un que tu apprécies? Alors, j'apprécie beaucoup de monde, évidemment. Je sais qu'il aime pas ça, mais Yarossard, j'aimerais bien le voir ici. Quand même personne emblématique du club. C'est ce que j'allais dire, tu vois. Coïncidence, il m'a envoyé un message ce matin. Il cherchait un match amical pour ses U10. Et je me fais la réflexion tout seul, comme ça. Je me dis, tu vois, il y a dans chaque club un mec référent, tu vois. Moi, je sais que moi, j'organise un tournoi à U11 à Bolbec, là, le grand tournoi national à Bolbec. Je sais dans chaque club à qui j'envoie le message. Et je sais que ça passera, tu vois. Il y a Hierro à Coquery, il y a Wassil au Mont-Gaillard. Bien sûr. Tu vois, c'est que j'ai eu en tant que joueur, à l'époque où j'étais au Mont-Gaillard. Donc, je sais que ces gens-là, ils sont dans leur club et que, mais oui, c'est important. Mais Yarossard, je sais qu'il y a des interviews, il les aime pas trop. Je suis pas sûr qu'il accepte l'invitation, mais je voudrais bien le voir à ma place. Après, je pense que, comme je l'ai dit au tout début, il faut se laisser de limite. Je pense que Mika Binet serait intéressant. J'aimerais bien parce que après, il est dans le monde pro. Mais il a fait beaucoup de choses. Enfin, il est parti comme nous, exactement. De Gaucher. Et j'ai écouté son interview il y a pas si longtemps sur le cognitif. Je sais pas si tu l'as écouté. Elle est géniale. Franchement, j'ai bien aimé. Je pense que ça serait, ça serait bien, Mika Binet, parce que puis au-delà du hack, il fait des trucs hyper intéressants
aux États-Unis. Bien sûr. Et là, il est ancré sur le cognitif et je trouve que c'est une partie qu'on n'a pas encore ancré nous dans le foot amateur parce que ça prend du temps, il faut être formé, il faut. Mais je trouve que la partie cognitive et à l'époque, moi, quand je suis arrivé à Volbec, on en parlait beaucoup avec Anthony Roset. La connexion du cerveau, c'est hyper intéressant, hyper important pour le joueur. Et là, Michael Bunel, je trouve qu'il est en train de le développer le truc. Et je pense que c'est intéressant de lui donner la parole. Donc, bien sûr. Un jour, Et, je lui demanderai. et pourquoi pas aussi Clément Lerobourg. Clément Lerobourg. Ouais, Clément Lerobourg qui a cette partie, parce qu'avant d'être CTR à la Ligue et puis maintenant dans le stade de l'équipe de France Futsal, commencer comme nous. Donc je pense que justement voir cette évolution-là serait intéressant. À commencer d'en bas. Bah ouais. Après, en vrai, j'ai envie de te dire, tout le monde commence d'en bas. Bien sûr, exactement. Parce que le foot amateur directement là. Et le foot amateur, c'est l'essence même du football professionnel. Sans foot amateur, il n'y a pas de football professionnel. Il n'y a pas d'éducateur professionnel. Donc, les gens, on a pris beaucoup d'exemples avec Greg Duval, mais de Grégory Auger, c'est exceptionnel. Bien sûr. L'Olympique de Marseille, je pense que c'est un rêve pour tout le monde, même si je sais pas si t'es Marseillais ou quoi, j'en sais rien, mais pour l'équipe qui s'est fait éliminer hier par le Paris Saint-Germain. Et tu vois, même l'Olympique de Marseille, ah bah, ça se refuse pas. Et Greg, on le connaît tous. En Normandie, ça a été une personne phare et pourtant il part d'en bas comme nous, quoi. Donc en vrai, comme tu disais, pas de limite. Et lui, je pense qu'il s'en est pas fixé pour arriver à l'Olympique de Marseille. Et c'est pas fini. Je lui souhaite encore d'évoluer autant qu'il le veut. Mais là, être à l'Olympique de Marseille, c'est magnifique, c'est exceptionnel. En partant du foot amateur, c'est exceptionnel. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Thomas. Merci. C'était encore une fois génial. Hein, comme je disais, c'est de toute façon donner la parole à quelqu'un qui fait partie du foot amateur. Je pense que ça peut que être génial parce que tout le monde a son mot à dire, a son expérience qu'il peut apporter à chacun. Donc voilà. Merci beaucoup Thomas. Avec plaisir.